Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Travail du dimanche, le rapport Bailly prône plus de souplesse. Jean-Marc Ayrault veut une loi en 2014 pour clarifier les règles. Remise à plat de la fiscalité, fin des consultations à Matignon. Le Premier ministre se donne 6 mois pour lancer une réforme qu'il entend mettre en œuvre dès 2015. Niveau scolaire, publication du rapport PISA demain sur la performance des élèves. La France va-t-elle encore perdre du terrain? Débat à suivre dans ce journal. Une loi pour clarifier les règles courant 2014 avec la remise aujourd'hui du rapport Bailly qui prône plus de souplesse sur le travail du dimanche. Jean-Marc Ayrault veut s'attaquer au délicat dossier de l'ouverture des commerces le dimanche. Nathalie Guilloire. Clarifier les règles du travail le dimanche tout en maintenant la spécificité de ce jour, c'est le difficile équilibre que veut mettre en place le Premier ministre Jean-Marc Ayrault à partir d'une nouvelle loi prévue pour 2014. Le dimanche n'est pas un jour comme les autres et nous ne souhaitons surtout pas qu'il le devienne. C'est la première chose que je veux réaffirmer avec la plus grande netteté. Il n'y aura pas de remise en cause de la règle du repos dominical. Pour le moment, la législation du travail le dimanche est plus que complexe. Selon les zones, les commerces n'obéissent pas aux mêmes règles et selon les entreprises, les salariés n'ont pas les mêmes droits. Simplifier le cadre juridique du travail le dimanche, c'est la mission qui a été confiée à Jean-Paul Bailly, l'ex-patron de la Poste. Deux grandes mesures. L'une qui consiste à ne pas aller plus loin en matière d'extension par décret, parce qu'aujourd'hui la porosité entre les différents secteurs est telle qu'une telle mesure serait incontrôlable et conduirait à la libéralisation complète. Et puis la deuxième, c'est d'augmenter le nombre de dimanches, dit dimanche du maire, il y en avait 5. Nous proposerons de passer à 12. En proposant davantage de dimanches ouvrables, ce rapport prend donc plus de souplesse, mais pas suffisamment encore pour la sénatrice UMP Isabelle Debré. Je m'attendais surtout à peut-être plus de flexibilité. Je pense qu'il faut simplifier. Je ne suis pas sûre là qu'on aille vers le choc de simplification voulu par le Premier ministre. Et le chantier est vaste. Près de 30% des salariés travaillent habituellement ou occasionnellement le dimanche, mais seule une partie d'entre eux a droit à des majorations salariales. À l'occasion du lancement à Paris du concours mondial de l'innovation, François Hollande s'est livré à un plaidoyer en faveur du progrès en faisant la priorité du gouvernement. Il a également défendu sa politique fiscale en la matière. On écoute le chef de l'État. Le gouvernement a fait de l'innovation sa première priorité. Avec des mesures fiscales, j'y reviens, puisque le sujet est d'actualité. Des mesures fiscales, l'extension du crédit d'impôt recherche. Des mesures fiscales, le statut de la jeune entreprise innovante. Des mesures fiscales, des conditions d'amortissement favorables pour les grandes entreprises qui investissent dans les entreprises innovantes. Innover, c'est aussi avoir des financements qui peuvent être trouvés pour les créateurs, pour les développeurs. C'est le rôle de la Banque publique d'investissement, et notamment avec un mécanisme qui est celui des avances remboursables. Tout cela fait un choix qui est de considérer que nous devons muscler, moderniser notre système productif. À Matignon, suite des consultations des groupes parlementaires pour préparer la remise à plat fiscale annoncée par Jean-Marc Ayrault, l'UMP et le Front de gauche ont été reçus. 3 chantiers vont être lancés rapidement pour des premières mesures visibles dès 2015. Jérôme Bonnard et Jérôme Rabier. Ils ont voté contre le projet de loi de finances 2014 au Sénat la semaine dernière. Ce matin, c'est la réforme fiscale de Jean-Marc Ayrault qu'ils sont venus défier. L'UMP ouvre le bal et dénonce un flou total. Pas de calendrier, pas de méthode, pas de cap. On embrasse large, on évoque tous les sujets. Et bon, le Premier ministre nous dit qu'il va concerter, qu'il évoquera la méthode plus tard, le calendrier plus tard aussi. Et le cap, je ne sais pas s'il sera évoqué un jour. Le sénateur Jean-Claude Gaudin, lui, ironise sur la communication du Premier ministre qui avait d'abord annoncé son projet à la presse. Écoutez, pour l'instant, nous sommes informés. C'est déjà pas mal puisque le Parlement ne l'avait pas été en premier alors que c'est l'usage normalement. Merci. Au final, l'opposition de droite rejette surtout l'absence de baisse d'impôts dans cette réforme.
Du côté du Front de gauche, on soutient une grande réforme fiscale, mais avec des demandes bien précises. Particulièrement l'annulation de l'augmentation de la TVA au 1er janvier 2014. Et puis un certain nombre aussi de mesures qu'il serait intéressant à prendre du côté des grandes entreprises. Et en résumé, de s'attaquer enfin au coût du capital et non pas au coût du travail. Après avoir défilé hier dans la rue contre l'injustice fiscale, les parlementaires communistes veulent désormais présenter un contre-projet. Des états généraux vont être lancés pour aboutir rapidement à une proposition de loi. Et on parle de ces sujets avec notre invitée ce soir, Annie David. Bonsoir. Vous êtes présidente de la Commission des affaires sociales du Sénat et sénatrice du groupe communiste de l'Isère. Vous étiez d'ailleurs à Matignon ce soir. Alors vous avez été reçue par le Premier ministre. Quelles sont les exigences des communistes? Que lui avez-vous dit? Alors j'étais effectivement chez le Premier ministre cet après-midi, mais c'était plus en tant que présidente de la Commission des affaires sociales. Et comme je ne veux pas mélanger les genres, je savais que mon groupe était reçu le matin. J'ai pas forcément fait les mêmes propositions que ce qu'a pu énoncer à l'instant ma présidente Éliane Assassi, mais je lui ai fait part de l'inquiétude, en tout cas au niveau de la Commission des affaires sociales, sur cette fiscalité. Ma volonté avec la Commission de, en effet, vouloir engager cette réforme de la fiscalité pour toujours avoir au cœur, en fait, à quoi sert cette fiscalité. Et il me semble que ce qui me manque un petit peu dans les différentes interventions que j'ai pu entendre, c'est justement à qui doit servir cette fiscalité. Et moi, je pense qu'avant toute chose, il faut répondre aux besoins des femmes et des hommes de notre pays qui aujourd'hui sont en grande souffrance, que ce soit d'un point de vue de la protection sociale, que ce soit d'un point de vue de nos retraités, des demandeurs d'emploi, nos jeunes également qui sont en difficulté. Et le Premier ministre nous a dit dans son introduction qu'il était important de revoir cette fiscalité pour voir le niveau des dépenses publiques. Moi, je pense que en même temps que le niveau des dépenses publiques, il faut effectivement le regarder. En même temps qu'on regarde ce niveau des dépenses publiques, il faut regarder à qui s'adressent ces dépenses publiques. C'est le message que du gouvernement sont clairs. Et là, c'est à la sénatrice communiste que je m'adresse cette fois. L'objectif de cette remise à plat fiscale, eh bien, c'est de faire comprendre l'effort fiscal aux citoyens et que l'impôt redevienne un acte citoyen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces objectifs? Mais bien sûr, puisque l'impôt fait partie du pacte social sur lequel a été construit notre pays. Donc moi, je suis favorable à ce que l'impôt reviennent au cœur de nos préoccupations et d'un point de vue du pacte social, qu'il contribue à ce qu'ensemble, nous puissions mieux organiser les finances de notre pays. Et je suis d'accord avec cette idée-là aussi de dire qu'il faut qu'il devienne plus juste. Mais pour qu'il devienne plus juste, il faut que chacun contribue à hauteur de ses moyens. Et aujourd'hui, une partie de la population, une partie des entreprises ne contribuent pas à hauteur de leurs moyens et font que les finances et notamment les recettes de notre protection sociale en particulier, mais de l'ensemble du budget de l'État, ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pourrait imaginer. Je pense aux 60 milliards d'évasion fiscale, par exemple. Je pense aux 30 et quelques milliards d'exonération de cotisations patronales qui ne sont pas remboursées, compensées par le budget de l'État. Donc toutes ces sommes d'argent aujourd'hui manquent au budget et de l'État et de la protection sociale. On sait que les communistes n'ont pas voté le budget. Alors on imagine que Jean-Marc Ayrault va avoir une oreille attentive à vos propositions, à vos exigences. Est-ce qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir pour les prochaines lois de finances, Annie David? Pour les prochaines lois de finances, je crois que c'est déjà ce que nous avons dit cette année et que nous dirons fort encore dès que nous en aurons l'occasion. C'est qu'en effet, il faut mettre à plat cette fiscalité, redonner du sens et de la justice à l'impôt, que ce soit l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés ou l'ensemble des taxes qui aujourd'hui grèvent quand même le budget et le pouvoir d'achat des citoyens. Et à partir du moment où on remet tout à plat, entendre que la fiscalité, elle doit s'adresser à tous et à toutes, et pas seulement aujourd'hui à ceux qui n'ont pas le choix que de payer leur impôt, l'évasion fiscale, enfin toutes ces choses-là, c'est des choses importantes. Jean-Luc Mélenchon, le Front de gauche, se mobilisait justement contre ce ras-le-bol fiscal. Je vous propose d'écouter David Assouline, c'est le porte-parole du Parti socialiste, également sénateur de Paris, que vous connaissez bien, sur cette mobilisation, et on vous retrouve tout de suite après. Jean-Luc Mélenchon a tort d'alimenter la confusion en mêlant sa voix à une forme de poujadisme alimenté par le patronat et la droite contre l'impôt. Lui qui propose de dépenser toujours plus et en faisant thème central de sa marche et de son combat cette problématique.
Alors David Assouline, on l'a entendu, eh bien vous reproche peut-être de vous associer à l'UMP et au patronat. Que lui répondez-vous? Non, je crois que les mots qu'il employait sont des mots forts et qui ne sont pas des mots appropriés. Nous ne sommes pas contre l'impôt. Et voilà, c'est ce que voudrait faire croire le David Assouline et une grande partie des socialistes. De la TVA au 1er janvier, mais vous êtes bien sûr, contre. nous sommes contre la hausse de la TVA, mais il n'est pas question que de ça. Il est question de l'ensemble de la fiscalité dans notre pays. Nous sommes favorables à payer l'impôt, mais je vous ai dit, un impôt juste, un impôt sur les revenus avec un nombre de tranches supérieur, avec un dégel des barèmes, parce que là aussi, ça pénalise les personnes les plus faibles dans notre pays. Donc nous sommes favorables à l'impôt, mais nous sommes favorables à un impôt plus juste et assis réellement sur les revenus des citoyennes et des citoyens, qu'il s'agisse de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés. La TVA, par exemple, c'est l'impôt le plus injuste qui puisse exister, puisque que vous gagnez le SMIC ou que vous gagnez 5, 10 ou 15 000 euros par mois sur la baguette de pain, vous allez payer le même prix alors que vos revenus sont quand même bien différents et la TVA, vous paierez la même. Donc la TVA est vraiment l'impôt le plus injuste. Il nous semble, et on ne comprend pas que le gouvernement autre temps fort aille de dans cette l'actualité direction. aujourd'hui, c'était la remise du rapport de Jean-Paul Bailly sur le travail du dimanche. Alors le principe du repos dominical est réaffirmé dans ce rapport, mais donc Jean-Paul Bailly prône plus de souplesse et peut-être d'élargir à 12 jours par an l'ouverture de certains commerces. Quelle est votre position sur ce rapport? Alors moi, je pense qu'il n'est pas aussi tranché que ce que vous dites. En effet, il propose 12 jours plutôt que 5 d'ouverture du travail du dimanche, mais c'est pas plus de souplesse, c'est plus de clarté dans le dispositif qui aujourd'hui a été revu par la loi Maillet, revu par décret. Certains commerces ouvrent alors qu'ils n'ont pas le droit mais ne sont pas condamnés, ou s'ils sont condamnés ne payent pas leurs amendes. Je pense que ce que demande Jean-Paul Bailly, là aussi, c'est une remise à plat du travail du dimanche avec une affirmation simple et claire. Le dimanche n'est pas un jour comme les autres. À partir de là, les gens qui travailleront le dimanche devront avoir droit à la même rémunération. Puisqu'aujourd'hui, qu'on soit dans une zone touristique ou dans un PUS, les périmètres urbains à consommation exceptionnelle, eh bien, vous n'êtes pas payé de la même manière. Pourtant, vous pouvez travailler dans la même chaîne de magasins. Vous ne serez pas payé de la même manière. Donc, il essaye de mettre... On veut une loi pour 2014. Est-ce que cette fois-ci, les communistes la voteront? On se souvient qu'au Sénat, vous aviez été très hostile à cette question du travail du dimanche. C'est pas vrai, nous n'avons pas été très hostiles à cette proposition de loi du dimanche. J'ai moi-même porté une proposition de loi pour permettre à ce que le travail du dimanche soit clairement identifié, clairement encadré. Nous, c'est ce que nous demandons, à ce que le travail du dimanche soit un travail qui soit différent des autres jours de la semaine et que le dimanche reste un jour pas comme les autres. Donc nous ne sommes pas contre le travail du dimanche. Ça voudrait dire il n'y a plus d'hôpital, il n'y a plus de transport, il n'y a plus rien du tout. Donc ne nous faites pas porter des choses qui ne sont pas les nôtres. Mais à certaines conditions. Voilà, exactement. Et si le Premier ministre veut légiférer, nous pourrons légiférer. J'espère qu'il s'inspirera de la proposition de loi que nous avons votée ici, toute la gauche réunie, à mon initiative d'ailleurs, sur l'encadrement du travail du dimanche. Merci beaucoup Annie David d'avoir été notre invitée ce soir. Plus de 200 professeurs et étudiants de classes préparatoires ont manifesté ce matin à Paris pour protester contre un projet du ministère de l'Éducation prévoyant une baisse du salaire des professeurs et une hausse du nombre d'heures d'enseignement. Un projet qui pourrait leur faire perdre de 10 à 20% de leur salaire. Hier, Jean-Pierre Raffarin, sénateur UMP de la Vienne et ancien Premier ministre, a reproché à Vincent Peillon de vouloir, je cite, casser l'excellence. François Hollande propose Jean-Louis Nadal, ancien procureur général près de la Cour de cassation, pour présider la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La création de cette instance avait été votée à la suite de l'affaire Cahuzac. Alain Delcan, ancien secrétaire général du Sénat, a quant à lui été proposé par Jean-Pierre Bel pour siéger en tant que personnalité qualifiée au sein de cette autorité. 24 heures Sénat, tout de suite le débat. La France va-t-elle à nouveau reculer dans le classement de l'OCDE sur le niveau scolaire? C'est demain que seront connus les résultats de l'enquête internationale PISA et ils s'annoncent mauvais. Déjà classée 22e sur 65 pays en mathématiques en 2009, la France devrait encore perdre du terrain. Cécile Sixou.
Qu'ils soient de Chine, de Finlande, des États-Unis ou de France, tous les 3 ans, les élèves de 15 ans de 65 pays sont testés sur leur culture mathématique et scientifique, mais aussi sur leurs compétences à l'écrit. Un test nommé PISA, dont résulte un classement des systèmes éducatifs internationaux désormais reconnus et très attendus. Les conclusions ne seront dévoilées que demain, mais déjà le bilan s'annonce médiocre pour la France. Classée 14e en 2009, l'Hexagone devrait encore perdre 2 places. Les jeunes Français décrocheraient notamment en mathématiques, matière où jusqu'ici ils figuraient parmi les meilleurs. Autre évolution déjà pointée en 2009, l'écart se creuserait entre les bons élèves, souvent issus de milieux sociaux favorisés, et les élèves décrocheurs issus de milieux modestes. Une mauvaise note donc qui confirme, selon Vincent Peillon, le besoin de refonder le système scolaire. Comme ses prédécesseurs, le ministre de l'Éducation nationale s'appuie sur cette enquête pour justifier la réforme. Avant lui, les ministres Xavier Darcos en 2006 et Luc Châtel en 2009 s'étaient déjà servis de PISA pour appuyer leur politique. Et on ouvre le débat de ce 24h Sénat sur cette question du classement de la France dans le classement PISA avec nos invités ce soir. Françoise Cartron, bonsoir, vous êtes sénatrice socialiste de la Gironde. Avec nous également sur ce plateau Camille Bedin, secrétaire générale adjointe de l'UMP, bonsoir. Bonsoir. Et Daniel Robin, vous êtes secrétaire général du SNES FSU. Merci à tous les trois d'être sur ce plateau. Françoise Cartron, la perte annoncée de 2 places demain dans ce classement, est-ce que ça vous étonne? Alors ça ne m'étonne pas parce qu'on en parlait depuis quelques mois, mais ça m'attriste très fortement parce que déjà nous n'étions pas bien classés il y a 3 ans. Le fait qu'on ait reculé sonne, je trouve, comme un avertissement terrible et justifie l'urgence de ce qu'a entrepris Vincent Peillon d'une refondation de l'école, parce que c'est la preuve que les 17 années de gestion de la droite de l'école n'ont porté aucun résultat et au contraire n'ont fait que faire s'enfoncer les enfants scolarisés à des places qui sont de plus en plus catastrophiques. Donc la jeunesse de notre pays, on ne peut pas vraiment se satisfaire, on ne peut pas rester impuissant, on ne peut pas dire que c'est comme ça malheureusement, surtout que ce que vous avez pointé, c'est que les différences sociales créent justement des inégalités scolaires. On va faire agir Camille Bedin. Alors on voit que ce classement est bien quand même juge des savoirs essentiels à la vie quotidienne, comme la lecture, les maths, les sciences. Ce classement est effectué auprès d'élèves de 15 ans. Vous êtes également inquiète de ces résultats, ce déclassement de la France? Bien sûr, comme tout le monde. Alors je crois, sans m'avancer trop, qu'il ne s'agit pas d'un si grand déclassement, mais il ne s'agit pas de bons résultats. Ça c'est évident. C'est ce qu'on dit, on verra demain. On verra demain. C'est pas si dramatique qu'on le disait ces derniers mois, mais c'est pas bon, ça c'est certain. Je voudrais juste rappeler, comme vous l'avez dit, que cette étude a été faite auprès d'enfants qui ont, d'élèves qui ont 15 ans. Donc ils ont appris à lire et à écrire il y a 9 ans. À peu près, et ils appliquaient là les programmes qui avaient été faits par la gauche. Donc je voudrais juste arrêter là tout de suite le fait de dire que c'est le gouvernement précédent qui est la cause de ça, comme on l'entend déjà. Donc on voit que ce sont les difficultés qui concernent à la fois bien les gouvernements de gauche comme de droite. Daniel Robin, est-ce qu'on a raison de donner beaucoup d'importance à ce classement? Est-ce qu'on peut comparer des systèmes scolaires qui sont quand même organisés de façon différente? Quelque chose que l'on sait de façon évidente, il y a aujourd'hui, à la fin du premier degré, plus de 15% des élèves qui sont dans une situation de difficulté scolaire qui ne leur permettra pas de suivre une scolarité dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que ces 15% d'élèves, on les retrouve à la fin de la scolarité obligatoire comme des élèves qui sortent du système éducatif sans qualification. L'objet, c'est bien de se battre sur le front de ces 15% d'élèves. Et pour ça, bien sûr, c'est pour ça que je partage, étant enseignant du second degré, la priorité au premier degré, c'est bien au niveau du premier degré. Bien sûr, la politique précédente, elle a quand même consisté à massacrer le premier degré, et en particulier l'école primaire, l'école maternelle. Oui, tout à fait. L'école maternelle qui joue un rôle probablement très important pour pouvoir ne serait-ce que socialiser les élèves et les confronter. Et donc je dis que tant qu'un effort très important n'est pas fait,
qui n'a pas été fait avant, parce que je rappelle quand même qu'une des caractéristiques du précédent gouvernement, c'est les suppressions massives d'emplois. C'est donc l'incapacité pour les enseignants de pouvoir individualiser l'enseignement et aider les élèves les plus en difficulté. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Autrement dit, traiter ce problème des 15% est une condition impérative pour que la France retrouve un rang qui soit un rang correct et à la hauteur de ce qu'il devrait être. Françoise Carton, Vincent Payan s'appuie bien entendu sur les résultats PISA pour justifier bien sa politique de refondation de l'école, à la fois sur les rythmes scolaires et le statut des enseignants. Ça fait partie des pistes qui peuvent permettre à la France de regagner un peu, de remonter un peu dans ce classement? De toute manière, il faut explorer toutes les pistes parce que les causes de ce recul et de cet échec, elles sont multiples. Elles sont bien sûr, on l'a dit, le fait qu'on ait abandonné la formation des enseignants et on a vu des rapports qui nous montrent que les enseignants sont très démunis aujourd'hui dans les classes par rapport aux apprentissages de la lecture. Donc, il fallait déjà redonner aux enseignants les capacités nécessaires et les acquis pédagogiques pour enseigner. Et puis, il y avait cet abandon de la préscolarisation à l'école maternelle. Or, c'est là que le langage s'apprend. C'est là que les enfants peuvent posséder un capital linguistique pour après apprendre à lire. Donc, tout cela, Vincent Payan le met en place. Mais ça ne va pas se faire de façon tout à fait magique. Un instant, Camille Bélan, on va vous donner la parole. En tout cas, il faut constater que ces mauvais résultats montrent que les choix qui ont été faits ces dernières années n'étaient pas les bons. Françoise Carton, on va faire agir Camille Bélan. Premièrement, je viens de vous dire, et vous le savez pertinemment, que cette étude ne mesure pas les dernières années, mais ce qui s'est passé il y a 10 ans, puisque sur l'apprentissage, non, c'était les programmes appliqués par le passé. Bien sûr que si. Premièrement, ce n'est pas vrai. Après, je partage le fait que le système ne va pas bien, on est d'accord. Mais ne dites pas que c'est de notre faute tout le temps. C'est une faute collective, l'éducation nationale. Ça fait 30 ans que ça dure. Deuxième point, vous dites qu'à la maternelle, on casse la maternelle, je ne sais trop quoi. Il y a une note de la direction de l'évaluation de la performance et de la prospective, publiée là en septembre, qui dit... Je vous lis, de 1997 à 2011, tout gouvernement confondu, on observe une augmentation générale et significative des performances des élèves à l'entrée au CP. Donc ça veut très bien dire que ce qui s'est fait en maternelle a aussi fonctionné. Maintenant, on ne peut pas s'en satisfaire, c'est un fait, et ça ne va pas bien en France, on est d'accord. Mais la question n'est pas ce que vous venez de dire, la question elle est de recentrer les programmes sur les fondamentaux, de faire en sorte que les élèves sachent lire, écrire et compter. Peut-être être d'accord, c'est quand même qu'on se rend compte à travers ce classement que le fossé se creuse entre les bons et les mauvais élèves, et notamment en fonction du milieu social. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais ça, c'est dramatique. Et un élève aujourd'hui qui rentre en CP, il y a un déterminisme social tel qu'on sait à peu près ce qu'il va faire dans l'avenir. Et ça, c'est catastrophique, c'est le modèle républicain qui est en péril. À cet endroit-là, moi je fais une proposition, c'est qu'on donne enfin de l'autonomie aux directions pédagogiques dans chaque établissement. C'est-à-dire qu'on fasse confiance enfin aux enseignants, pour qu'avec leur direction, qu'il y ait une vraie direction pédagogique, qui choisissent ce qui se fait en cours, qui s'adapte aux besoins des élèves. S'ils veulent travailler en petits groupes, ils travaillent en petits groupes. S'ils veulent travailler en groupe de niveau, ils travaillent en groupe de niveau. Ils font ce qu'ils veulent. Je vous donne un exemple, cette réforme sur les rythmes scolaires, appliquée uniformément de manière idéologique partout, pareil, cause des grandes difficultés dans les communes parce qu'il y a des inégalités terribles. Au lieu de faire cela, on donne de l'autonomie aux communes pour que les communes où avec des besoins et des populations défavorisées puissent s'adapter au plus proche des besoins des habitants. Daniel Robin, sur cette question du fossé qui se creuse. Il suffit de tout autonomiser pour que tout fonctionne bien, que c'est une condition nécessaire. Moi, je suis enseignant, j'ai conservé une classe, j'enseigne. Je sais quelles sont mes difficultés aujourd'hui pour aider les élèves qui sont en difficulté dans ma classe. C'est quoi la difficulté? La difficulté, c'est quand j'ai 35 élèves en face de moi. Je ne peux pas individualiser mon enseignement. Laissez-moi finir, je vous ai pas interrompu. Laissez-moi finir. Quand j'ai 35 élèves en face de moi, j'ai du mal à individualiser mon enseignement. Et j'ai du mal pourquoi? Et pourquoi j'ai 35 élèves? Parce qu'on a supprimé des dizaines de milliers de postes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans mon établissement, je me trouve dans cette situation. Mais laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Sans doute, vous avez raison. Mais il y a une petite différence, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas les mêmes élèves qu'il y a 10 ou 15 ans. Et que les élèves que j'ai aujourd'hui nécessitent de ma part plus d'attention, plus de suivi, ce que je ne peux pas faire avec 35 élèves. Mais laissez-moi... Oui, vous avez toujours des solutions. Mais vous avez pu, pendant 17 ans, les mettre en œuvre et ça n'a pas fonctionné. Donc, je continue mon explication. Je dis que l'individualisation, l'aide aux élèves, qui n'ont pas souvent les conditions matérielles, même chez eux,
pour pouvoir faire leur travail. Ça nécessite qu'on donne des moyens dans les établissements et prioritairement dans les établissements qui concentrent la difficulté scolaire et sociale. C'est ça aujourd'hui la priorité, puisque c'est là qu'on va retrouver le maximum des 15% d'élèves dont je parlais tout à l'heure qui sont dans une situation d'échec grave. Françoise Cartron, peut-être, on a vu que dans certains pays, notamment en Allemagne, eh bien, ce classement PISA a créé un véritable choc, une prise de conscience, puisqu'ils avaient les mêmes problèmes que nous dans les milieux défavorisés. Ils ont mis en place des propositions peut-être percutantes et notamment un soutien particulier pour les enfants et les jeunes issus de l'immigration. Alors, est-ce qu'en France, on pourrait peut-être s'inspirer de ce qui a été fait en Allemagne? Encore une fois, on cite souvent le modèle allemand en exemple. Oui, mais de toute manière, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, la situation impose vraiment des mesures très fortes et je crois que justement le ministre s'est engagé dans ces réformes très fortes. Comme on l'a dit, priorité à l'école primaire, parce que c'est là que les choses se mettent en place, c'est là que l'on doit agir en toute urgence. Donc priorité à l'école primaire, avec, comme cela a été dit, cette nouvelle possibilité, plus de maîtres que de classes. C'est-à-dire que et les moyens qui ne sont pas attribués de la même manière partout, mais où on met plus de moyens, là où il y a plus de difficultés, et là où il y a souvent moins de mixité sociale. Donc ce concept de plus de maîtres que de classes, ça veut dire que dès qu'un enfant décroche, comme en Finlande ou en Allemagne, tout de suite, il y a un maître qui peut venir l'accompagner et l'aider à rattraper justement les wagons de la classe. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, on a parlé des programmes. Bien, précédemment, c'était le gouvernement précédent qui avait supprimé le Conseil supérieur des programmes. Vincent Peillon l'a recréé, il s'est remis en place et il fait une révision totale de ces programmes. Parce que c'est vrai qu'on a entassé des choses. Maintenant, il faut mettre le paquet, je dirais, sur l'essentiel, sur justement ce que nos élèves ont besoin de connaître à la fin de l'école primaire, maîtriser la langue, maîtriser la lecture, maîtriser le calcul, et puis avoir aussi toute cette formation d'esprit intellectuel qui leur donne une ouverture vers le monde. Ça, c'est indispensable. Tout ça, c'est dans la loi de refondation. Vous souhaitiez réagir? Je souhaitais juste intervenir pour dire que je suis parfaitement d'accord avec ce que vous disiez sur le plus de moyens et sur vos difficultés en tant qu'enseignant. On n'est juste pas d'accord sur la méthode. Qu'est-ce que nous proposons? C'est que le professeur Robin, quand il est en cours et qu'il a 35 élèves devant lui, eh bien, au lieu de se voir imposer tout cela par le ministère de l'Éducation nationale, puisse, en lien avec sa direction et avec ses collègues enseignants, décider que ces 35 vont être divisés en 2 ou 3 groupes. Par exemple, vous faites comme tous les pays développés aujourd'hui, vous faites de la pédagogie inversée, c'est-à-dire qu'il y a des petits groupes qui travaillent avec des tuteurs qui ne sont pas forcément des enseignants, mais qui peuvent être des assistants, par exemple. Un autre travaille avec des moyens numériques, un autre fait des exercices, et un quatrième, par exemple, vous suit un cours magistral. Ça, c'est peut-être dans un monde un peu rêvé. Dans un monde un peu rêvé, vous avez un établissement autonome qui est capable de gérer ça, comme ça se fait dans tous les pays. Vous avez cité l'Allemagne. Bizarrement, en Allemagne, ils ont de l'autonomie. Au Royaume-Uni, qui est devant nous, ils ont de l'autonomie. Dans les pays nordiques, ils ont de l'autonomie. En Corée, ils ont de l'autonomie. L'autonomie était la chose qui résolvait. Ne parlez pas tous ensemble. Vous réussissez à améliorer l'éducation nationale. Laissez répondre Daniel Robin. Mais ce qui est difficile à entendre, c'est toute une série de recettes dont certaines peuvent être intéressantes, et on se demande pourquoi elles n'ont pas été mises en œuvre avant, et surtout, pourquoi durant... Laissez-moi terminer, je ne vous ai pas interrompu. Je disais, et pourquoi on a diminué le nombre d'adultes dans les établissements pendant 17 ans, le nombre d'adultes, pas simplement des profs, le nombre d'adultes dans les établissements, ce qui rend encore plus difficile la mise en œuvre de la proposition que j'ai entendue. Je voudrais terminer sur un petit point. PISA, il faut en même temps être prudent. Pourquoi il faut être prudent? Parce que c'est une photographie à travers des tests. Or, ces tests-là, ils sont proches des programmes scolaires de certains pays et plus éloignés s'agissant d'autres pays. Et puis j'ai vu des choses étonnantes quand même. J'ai vu des établissements scolaires en Angleterre qui faisaient du bachotage, qui faisaient du... C'est la Corée du Sud, Shanghai, non, la mais Finlande. avec des pays qui faisaient du bachotage PISA. Et donc effectivement, il faut regarder PISA avec attention. C'est ça, il faut en prendre une certaine distance peut-être aussi. avec du recul. On a posé la question aux internautes du nouvelobs.com, notre partenaire. Eh bien, constatez-vous une baisse du niveau scolaire en France? Les internautes ont répondu oui à 83%, non à 12% sur 323 votants. Merci à tous les trois d'avoir été les invités de ce débat. C'est la fin de cette édition. À 22h, Sonia Mabrouk, bonne soirée.